La mythologie grecque racontait que, juste avant la naissance de Paris, sa mère rêva qu'elle donnait naissance à une torche enflammée. Ce rêve fut interprété comme le présage de la destruction de Troie. L'enfant allait ruiner sa terre natale et devait donc être tué pour préserver le royaume. Le mythe continuait à raconter que le père de Paris, incapable de tuer son fils, confia cette mission à un pasteur qui, à défaut, abandonna Paris sur le mont Ida en espérant qu'il y mourrait. Mais au grand étonnement, Paris n'est pas mort. À l'origine, Paris était une île. Elle fut fondée dans l'une des îles de la Seine, l'île de la Cité. Le fleuve offrait une protection contre les occupations. Paris a choisi d'être une île. Plus de 2000 ans après sa création, Paris était toujours une île entourée d'eaux imaginaires pour nous, les lecteurs, mais réelles pour ses 2,2 millions d'habitants. Les écoles parisiennes enseignant que les habitants de l'île avaient créé un mécanisme très sophistiqué et hautement sécurisé pour préserver l'île, le périphérique, une double ceinture de 35 km de longue. Chaque jour, il était activé par 1 million de gardes. Il était vu comme une armée parisienne en charge de défense extérieure, un bataillon d'1 million de soldats. Ce service était la raison des prises excessives de l'île. Les habitants de l'île s'en moquaient. Ils se sentaient en sécurité et chanceux d'être à Paris. Mais les Parisiens ne savaient pas que la plupart des gares étaient d'étrangers qui chaque matin venaient travailler. Le paradoxe voulait qu'en s'efforçant d'entrer, ils préservaient la sécurité de l'île. C'était l'aspect le plus sophistiqué du périphérique et son secret le mieux gardé. Ces étrangers devaient signer le plus strict pacte du silence pour accéder à l'île. Des années plus tôt, les autorités parisiennes avaient secrètement élaboré ces plans et sont parvenues à préserver sa confidentialité pendant des années. Paris était une île dans toutes les directions. Elle ne pouvait ni s'étendre en largeur ni en hauteur. Les habitants de l'île ne manquaient de rien. Comme Charles Quint affirmait, Paris n'est pas une ville, c'est un monde. Cependant, certaines légendes urbaines racontaient l'existence d'endroits fantastiques en dehors de l'île. L'une d'elles était basée sur l'impossibilité de trouver les traces du fameux château de Versailles sur l'île, qui n'avait dû exister que dans la mythologie. Certains habitants affirmaient que le château existait, mais que le roi l'avait lui-même construit en dehors de l'île. Parmi les enfants, les rumeurs tournaient sur un parc fantastique, un endroit rêvé, un vrai paradis pour enfants. Dans le 8e, il affirmait avoir vu une silhouette indéfinie ressemblant à une version extraterrestre de l'Arc de Triomphe et dans son parfait alignement. Et même, certains ont eu le courage d'affirmer qu'ils n'étaient pas sur l'île, mais venaient d'un endroit appelé banlieue. Les autorités prirent des mesures particulières et les placèrent dans des institutions spécialisées. Avec les nouvelles technologies, les rumeurs se propagaient rapidement. Un nombre grandissant d'habitants commençaient à se poser des questions sur cet endroit appelé banlieue. Sous l'effet du téléphone arabe, la banlieue se transforma en banlieue, puis banlieue, jusqu'à finalement devenir le bon lieu. Ces connotations positives ont généré parmi les habitants les plus curieux le besoin de vérifier son existence,
et ils organisèrent la première expédition secrète, le Bon Lieu 1. Le Bon Lieu 1 était composé de dissidents de différents domaines. Cette expédition n'allait pas être simple. Quelle direction prendre? Comment traverser la frontière hautement sécurisée? Et quand? Ils choisirent de sortir par le stade Paul Favet, près de la porte Maillot. Quelqu'un a eu l'idée risquée de placer une stade au-dessus du périphérique, le rendant ainsi bien plus vulnérable. Chaque nuit, une petite partie du périphérique serait libérée de garde, de 9 heures à 6 heures, pour maintenance technique. Le tour de la porte Maillot devait être dans 6 jours. L'expédition commença son épopée à 2 heures du matin, au croisement de la rue Gersonde et du boulevard Maresseau. Après 2 heures de marche dans l'obscurité, en escaladant les barrières et en se déplaçant cachés le long de la seconde ceinture de sécurité, ils savaient quasiment à temps leur destination, et bientôt ils verraient l'eau derrière eux. Quand ils y aura tant le poids où la mer devait émerger, en face d'eux, une longue boulevard haussmannienne apparut à la place. Ils s'en furent paralysés. Était-il de retour sur l'île? Avait-il marché pendant 2 heures dans les directions opposées? Totalement frustrés, ils firent demi-tour, espérant être cette fois dans la bonne direction. Ils s'atterrent autant que possible, mais l'autre côté du périphérique attend. Ils se retrouvèrent à nouveau dans le boulevard haussmannien. Comment ils pu revenir au même endroit? Ils étaient perplexes. Une seconde expédition fut rapidement organisée. Cette fois, ils tentèrent d'attendre la fin de l'eau en bateau, par les fleuves et les canaux. Ils partirent du bassin de la Villette. Ils traversent le parc et virent bientôt le périphérique en face d'eux. Ils y étaient presque. Ils se dissimulèrent des gardes et se relèvent peu après pour découvrir l'eau. Mais quelle fut la surprise lorsqu'après avoir franchi le périphérique, ils découvrirent qu'il n'y avait pas de zone infinie, mais un vaste territoire urbanisé. Ils ne pouvaient pas en croire leurs yeux. L'île n'était pas une île. Ils ont découvert un nouveau monde. Tout étonnés, ils poursuivirent leur navigation. Ils documentèrent tout ce qu'ils virent, des vaisseaux industriels, versions réduites du périphérique, et collectèrent des fragments de matériaux et d'espèces trouvées. Ils se demandaient si ce territoire était habité. Ils arrivèrent bientôt à ce qui semblait être le quartier d'une grande communauté. Il était composé de nombreux blocs réguliers, fins et longs, tous conçus dans la même harmonie. Ils étaient parfaitement distribués dans une composition orthogonale et entourés par de généreux espaces extérieurs. Ils ont été stupéfaits. Le projet semblait avoir anticipé dans sa conception une possible future densification. Il pouvait être une solution au déficit d'espace dans Paris. Ils l'ont trouvé prodigieux. Ils venaient de comprendre pourquoi cet endroit était appelé le bon lieu. L'expédition fut tout à coup approchée par 4 jeunes hommes. Les locaux leur demandaient une clope. L'expédition ne les comprenait complètement, mais comme ils parlaient une langue quelque peu similaire au français, ils les interrogèrent sur le nom de fantastiques quartiers. Les locaux répondirent légèrement étonnés, la Tessie, mais comme les explorateurs ne semblaient pas comprendre, ils l'ont rectifié par Grands Ensemble. Grand Ensemble? Les habitants de l'île étaient fascinés par ce nom. Grand Ensemble, c'était poétique. Grand représentait la magnificence du concept et Ensemble, le désir de la convivialité, la grande convivialité. La nuit tombait. Ils ne pouvaient plus attendre pour révéler leur incroyable trouvaille dans l'île.
Le gouvernement pourrait implanter de nouvelles politiques pour les logements, augmenter les réseaux de transport, un futur régional pour Paris. Mais plus il y pensait, plus il réalisait que les autorités connaissaient de toute évidence l'existence du Nouveau Monde, mais qu'il avait gardé secrète. Pourquoi ont-ils privé Paris du bon lieu? Le périphérique n'était pas un système de défense pour Paris, mais sa propre prison. De retour sur l'île, l'expédition préserva les secrets de ses découvertes. Ils recrutèrent environ 300 explorateurs qui finirent par déménager clandestinement au bon lieu. Fatigués de leur petit appartement parisien et des prix excessifs, tous voulaient vivre dans un grand ensemble. Pendant les mois suivants, ils s'organisèrent une douzaine d'excursions qu'ils consacrèrent à la recherche de grands ensembles. Pour aider les nouveaux membres à identifier un grand ensemble, ils avaient défini 5 conditions élémentaires. Un grand ensemble accueillait une très large communauté et se composait de longs blocs qui partageaient un langage similaire. Ils suivaient généralement une composition orthogonale. Ils se caractérisaient par une certaine répétition dans l'ordonnance de ces façades et ils étaient entourés par un grand nombre d'espaces extérieurs. C'est en suivant ces indications qu'une des expéditions avait pu faire une incroyable découverte. Ils avaient trouvé le légendaire grand ensemble où le roi vivait des siècles plus tôt, le fameux château de Versailles. La légende était vraie. Le château était une version préalable au grand ensemble, mais ils ont gardé le sens. Il pouvait accueillir une très large communauté et il était long et régulier. Il suivait une composition orthogonale, il avait des répétitions dans sa façade et il était entouré par une grande quantité d'espaces libres, qui dans ce cas particulier étaient bien traités et ornementés. Les explorateurs trouvaient ces jardins magnifiques et les implantèrent dans d'autres grands ensembles. De plus en plus, d'artistes s'installèrent secrètement au bon lieu. Un jour, une couple célèbre qui avait enveloppé des années plus tôt les Ponts Neufs à Paris proposèrent de faire l'une de leurs emblématiques interventions sur un grand ensemble. Le résultat était spectaculaire. Tous dans le Nouveau Monde l'admiraient. Mais cette popularité a causé un point tournant dans l'histoire de Paris. Des images s'infiltrèrent accidentellement sur l'île et l'existence du bon lieu était devenue indéniable. Malgré les efforts des autorités pour censurer toutes les informations sur le Nouveau Monde, les rumeurs se sont renforcées, particulièrement sur ces communautés secrètes aux espaces généraux et logements accessibles. Depuis l'infiltration de l'image de l'installation artistique, la situation était devenue critique. L'existence du Nouveau Monde, juste au-delà de Paris, était évidente. Les autorités restaient silencieuses. Les mois suivants, confusion et désorientation régnaient parmi les Parisiens. Ils avaient désespérément besoin de savoir ce qui se passait au-delà du périphérique. Ils s'imaginèrent tout type d'artefacts pour les traverser. Ils demandèrent des explications aux autorités. Les autorités confirment finalement que Paris n'était pas une île, mais ils refusèrent d'ouvrir le périphérique qui assurait la protection depuis l'extérieur parce que Paris n'est pas seul sur ce territoire. Les habitants de l'île n'acceptaient plus de vivre emprisonnés. Ils envahirent les rues pour défendre leur liberté et clamer leur droit au bon lieu. Les Parisiens essayèrent de traverser en masse le périphérique, causant des centaines d'accidents fatals. 9 cimetières en ont résulté autour de la ceinture intérieure du périphérique. Paris était à la limite de s'effondrer et les autorités devaient faire face à la situation.
Un jour de novembre, la presse annonça finalement l'imminente destruction du périphérique. 2 jours plus tard, il était détruit. Les historiens racontent que les emprises libérées par le périphérique s'étaient urbanisées à une vitesse jamais vue. Les Parisiens devaient supprimer de leur territoire toute trace de cette honteuse séparation. Les années qui suivirent la destruction du périphérique étaient considérées comme une période palpitante d'échange. Les Parisiens ne pouvaient plus attendre pour découvrir les nouveaux mondes, les fameux banlieues. Il était conseillé de le faire avec des tours opérateurs certifiés. Le circuit intégrait les lieux légendaires, mais le grand ensemble était sans aucun doute devenu la destination privilégiée. Les Parisiens étaient captivés par l'espace, la quantité de lumière naturelle, les vues, les formes. Ainsi, petit à petit, certains groupes ont commencé à vendre leurs appartements parisiens et à déménager dans le nouveau monde. Cette tendance est devenue grandissante. Des personnalités ont même montré un intérêt immédiat pour ce nouveau territoire. Après la destruction du périphérique, de fortes synergies se sont créées entre le territoire de part et d'autre. Le 18e a trouvé en Saint-Denis et Aubervilliers de parfaits partenaires et fut le premier à abandonner la limite de Paris. Le 6e partage de grandes similitudes avec son voisin Neuilly-sur-Seine et ils furent les suivants à s'allier, entraînant les voies de Boulogne avec eux. Le bois de Vincennes était revendiqué par les communes adjacentes du Val-de-Marne. Et finalement, le 20e découvrit simplement qu'il partageait la même formation géographique avec les Lilas, Bagnolet et Montreuil. Paris avait une nouvelle silhouette. L'intérêt décroissant pour Paris généra la réduction du prix, devenu abordable pour les habitants du Nouveau Monde, les banlieusards. Ils appréciaient la vie des rues parisiennes, ses cafés et boutiques, son activité au rez-de-chaussée. Certains banlieusards commençaient à s'installer à Paris. Cependant, ils s'étaient habitués à vivre dans des appartements neufs et firent quelques adaptations, mais personne ne semble l'avoir vraiment noté. Les rues conservaient leur animation et dynamisme. Afin de réduire l'exode des Parisiens vers le grand ensemble, certains promoteurs parisiens ont demandé la permission de les implanter dans Paris. Les autorités ont donné leur permission sous condition d'une intégration toujours respectueuse dans la structure de la ville. Petit à petit, la morphologie de Paris, à peine touchée depuis des décennies, commença à se transformer subtilement. Les banlieusards qui s'installèrent à Paris voulaient mettre à profit le savoir-faire pour contribuer à faire de leur ville d'accueil un endroit plus agréable. Ils savaient que dans le Nouveau Monde, les longs bâtiments étaient considérés comme peu plaisants et étaient redivisés en plus petits. Lorsqu'ils découvrirent que Paris partageait également ces problèmes, ils commencèrent un projet test avec les plus longs bâtiments jamais vus. Une construction très grande parallèle au fleuve et avec un périmètre continu de 1,6 km. Ils proposèrent de les redécouper harmonieusement en 8 pour permettre une meilleure accessibilité. Dans le Nouveau Monde, les nouveaux habitants, habitués aux logiques parisiennes, commencèrent un plan pour créer des pôles d'attraction dans les territoires. Le parc de Sarcelles, grand de 150 par 300 mètres, est devenu un champ de Mars idéal pour accueillir une tour Eiffel. De nombreux arcs de triomphe ont été érigés dans de grands ensembles,
comme à Épinay, suivant une composition parfaite et équilibrée avec les bâtiments existants. Ou à Sarcelles, où extraordinaire coïncidence, les modules de la tour avaient la même dimension que celle de l'arc. L'élégante monumentalité de l'esplanade en béton à chien pointu a pu être améliorée par un symbole comme l'obélisque de Luxor, lequel fut transporté directement depuis Paris comme il le fut depuis l'Égypte. Il avait toujours les instructions d'assemblage sur sa vase. Voir ces anciens symboles dans le Nouveau Monde apporte une certaine nostalgie aux quelques ex-habitants de l'île qui introduisirent des façades haussmanniennes sur le grand ensemble. Si la plupart des Parisiens se réjouissaient de la découverte du Nouveau Monde, un autre groupe observait avec suspicion tout ce qui venait du bon lieu et s'inquiétait de l'absence de limites. Cela a créé une société divisée. Le groupe conservateur proposa dans une assemblée secrète la reconstruction du périphérique pour retrouver l'ordre disparu. Après de longues discussions, un comité approuva secrètement l'idée. À la recherche des plans originaux du périphérique, l'un d'eux tomba sur les plans d'un Paris bien plus petit, entouré par un autre type de périphérique appelé fermiers généraux. Ils avaient découvert l'authentique limite de Paris. Ces plans révélaient que certains quartiers n'avaient pas toujours fait partie de Paris. Montmartre, La Chapelle, Bercy, La Villette étaient des imposteurs. L'Assemblée obligea ces territoires pseudo-parisiens à se confesser. La nécessité de fixer une nouvelle limite était devenue impérative et une annonce officielle fut publiée dévoilant les traces du nouveau périphérique de fermiers généraux. Cette annonce prit par surprise une société juste remise des blessures du précédent périphérique. Des millions d'habitants envahirent les rues et violentes révoltes se sont enchaînées pendant plusieurs semaines. D'autres ont perdu tout optimisme et déménagèrent vers le bon lieu, générant un second exode des Parisiens vers le Nouveau Monde. Les nouvelles techniques de préfabrication ont rendu les périphériques des fermiers généraux immédiatement réalité. À la recherche d'une version plus authentique et parisienne qu'elle-même, Paris a dû diminuer. Paris n'a jamais eu conscience que cette logique allait l'entraîner vers son éventuelle mort. Alors que les limites de Paris étaient de plus en plus définies, les habitants du Nouveau Monde commençaient à s'interroger sur le leur. Les locaux semblaient confus par les questions qui leur étaient posées à ce sujet. L'un des nouveaux venus parisiens, un étudiant architecte, décida d'investiguer lui-même la question. Il prit son bélib et partit à la recherche de la limite. Il interrogeait parfois les locaux pour savoir s'il était toujours dans les bons lieux, mais tous avaient des réponses différentes. L'étudiant continua donc à pédaler et pédaler. Après plusieurs mois, son bélib fut retrouvé à Bamako, en Afrique du Nord. La confusion fut plus grande lorsque les locaux furent interrogés sur le nom réel de ce qu'ils appelaient le Nouveau Monde. La réponse était aussi différente que agglomération parisienne, banlieue, métropole Grand Paris, métropole Île-de-France, département de la Seine, Paris, métropole parisienne. Mais un jour, la réponse fut Grand Paris. Il sentit que Grand Paris était le nom. Il représentait vraiment ce que le nouveau territoire était, un grand Paris. Pas grand parce qu'il était une extension du petit Paris central, mais parce qu'il en était une version sublime. Le Grand Paris, tel serait le nom du Nouveau Monde.
Le déclin de sa population affectait énormément Paris. Les touristes visitaient le Grand Paris sans même passer par Paris. Ils se précipitaient pour voir les nouveaux symboles, les grands ensembles, les nouveaux mondes. De nouveaux souvenirs du Grand Paris furent produits. La plupart des cafés, boutiques et restaurants ont dû fermer dans Paris pour rouvrir dans le Nouveau Monde. Il fut prouvé que ces rez-de-chaussée visionnaires attendaient patiemment d'être remplis par de futures activités. Alors que le Nouveau Monde se remplissait, les rues de Paris se vidaient. Les axes les plus prestigieux furent les premières à souffrir de la décadence, pour en devenir les masses courantes. Des bâtiments entiers furent abandonnés. Il n'y avait plus de budget ni de nouveaux investissements. Paris est devenu un endroit dangereux. Le Tour de France même a déplacé sa ligne d'arrivée dans la cité des 4000 du fait de l'insécurité dans Paris. Les objets précieux furent évacués jusqu'à ce que la situation s'améliore. Une chance pour exposer Mona Lisa dans le Grand Paris. Il est devenu évident que Paris ne sera plus jamais la ville qu'il fut. Quoi qu'il en soit, c'était une illusion, un rêve insoutenable pendant de nombreuses années. Paris pensait pouvoir être un centre sans périphérie. Paris est maintenant devenu sa propre banlieue. Les nouveaux habitants du Grand Paris ont toujours porté un intérêt grandissant pour les nouveaux territoires. Ils souhaitaient en faire partie intégrante. Ils voulaient trouver un dénominateur commun. Ils souhaitaient comprendre les logiques, les langages, les formes du Grand Paris. S'ils ont passé une grande partie de leur vie à deux pas, ils s'en étaient cruellement privés. Le Grand Paris devait être intégré dans leur histoire. Ils ont réécrit les livres édités de peinture pour construire un passé commun qu'ils n'ont eu le droit d'avoir. Dans le Nouveau Monde, chaque habitant, local ou ex-habitant de l'île, partageait la même idée. Construisons le Grand Paris ensemble. De l'autre côté, le destin de Paris se poursuivait comme annoncé plus haut. C'était une question de temps avant qu'une nouvelle carte, plus ancienne de Paris, soit trouvée avec son périmètre original et qu'un nouveau périphérique apparaisse en conséquence. 5 de plus firent entre-temps leur apparition. Le périphérique de Louis XIII, le périphérique de Charles Quint, le périphérique de Philippe Auguste, chacun plus petit que le précédent, pour finir avec le périphérique gallois, situation où Paris est revenu à sa configuration originale, une vraie île, réelle, la île de la cité. Dans sa progressive réduction à la recherche d'un réel Paris, Paris a inconsciemment disparu. C'était la dernière étape avant de devenir Grand Paris. L'histoire de Paris, aussi incroyable qu'absurde, est devenue une légende du Grand Paris. Milliers d'années après la prophétie, le mythe grec de Paris a évolué vers une nouvelle fin. Paris mourut et sauva sa terre natale.